Merci beaucoup. Oui, donc je suis Olivier David, je suis le chef du service climat et efficacité énergétique à la DGEC, le service qui gère les politiques climatiques, les politiques d'efficacité énergétique, de véhicules et de qualité de l'air. Je voudrais tout d'abord remercier le CITEPA vraiment de l'organisation de cet événement qui, comme tous les événements du CITEPA, est toujours de très grande qualité avec des intervenants de très haut niveau. Et donc c'est toujours difficile de conclure ce genre d'événement, d'autant qu'on est vraiment sur des sujets qui sont au cœur des enjeux du XXIe siècle. Je pense que c'est un constat qu'on partage tous, le climat, la qualité de l'air. Régulièrement, je pense qu'on partage tous l'idée que on est au cœur de ces enjeux. On a vu le rapport du GIEC, on a les rapports de Santé publique France. C'est les impacts sur notre vie quotidienne, mais aussi sur la vie économique du réchauffement climatique, de la mauvaise qualité de l'air, sont majeurs. C'est des sujets qui touchent tous les secteurs. Tous les secteurs sont à la fois à l'origine de la pollution atmosphérique, à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit le transport, l'agriculture, le bâtiment, l'industrie, mais aussi la mauvaise qualité de l'air, le changement climatique ont aussi des impacts directs sur ces secteurs. On peut penser par exemple à l'agriculture, qui est de plus en plus touchée par des phénomènes climatiques extrêmes, d'inondations, de sécheresse, de raréfaction de l'eau, mais aussi la qualité de l'air, ça a un impact direct sur, par exemple, le rendement des récoltes. Et donc, tous les secteurs sont à la fois, je dirais, à l'origine du changement climatique et de la mauvaise qualité de l'air, mais aussi en subissent les conséquences de façon directe. Ça touche aussi tout le monde, que ce soit... et donc tout le monde, je dirais, est acteur, que ce soit l'État, les collectivités locales, les entreprises, les citoyens. Et on touche vraiment à je dirais, à notre mode de vie, à notre modèle économique, comment on se déplace, comment on se loge, comment on se nourrit. Et donc on est sur des questions qui sont, je dirais, majeures. Avec, dans la mise en œuvre des politiques publiques, pour nous, deux points d'attention extrêmement importants. Le premier, c'est la transition juste. Donc on peut, je dirais, employer des mots différents, mais l'idée, c'est que quand on met en œuvre les politiques publiques pour à la fois la qualité de l'air et le climat, tout le monde n'est pas égaux vis-à-vis de ces politiques, aussi bien en termes d'impact que je dirais de conséquences dans la vie concrète. Et on doit avoir toujours une attention, notamment aux ménages les plus modestes, quand on met en œuvre ces politiques. Sinon, on va directement vers l'échec. Et on l'a vécu directement en France avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est cet échec qu'on a connu en France doit nous permettre de tirer des enseignements, notamment dans la mise en œuvre du paquet européen qui va arriver. Dans le deuxième point de préoccupation, c'est, je dirais, la mise en œuvre. La mise en œuvre concrète des politiques sur le terrain. On voit qu'on a beaucoup d'objectifs, beaucoup de plans, des plans nationaux, des plans au niveau local. Mais je dirais la mise en œuvre pratique sur le terrain pour que les politiques aient des effets concrets est en fait la chose la plus difficile dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Je voudrais juste dire quelques mots du coup sur ces politiques. D'abord sur la qualité de l'air. On est tout d'abord pour dire qu'on n'est pas si mauvais que ça en termes de qualité de l'air. Et les progrès qui ont été faits depuis 20 ans sont absolument énormes. On a l'habitude je dirais de se flageller sur la qualité de l'air, mais quand on regarde l'évolution depuis 20 ans, les progrès sont absolument considérables. Que ce soit sur, par exemple, le dioxyde de soufre, on a divisé par 5 en 20 ans les émissions, sur le dioxyde d'azote aussi, moins 61%, avec des progrès extrêmement importants, notamment dans les émissions des véhicules. C'est pareil sur les particules, dans lesquelles on a des réductions très importantes aussi des émissions. On a vraiment pour nous deux points noirs dans le sujet de la qualité de l'air. Et ça a été dit dans des interventions précédentes, c'est l'ammoniac. L'ammoniac, on ne baisse pas, on baisse très peu les émissions d'ammoniac en France. Et c'est au cœur de notre révision du PREPA, notre plan de réduction des émissions des polluants atmosphériques qu'on est en train de faire cette année.
c'est de voir comment est-ce qu'on peut réduire les émissions d'ammoniac, notamment dans le domaine agricole, avec une réflexion sur l'épandage, sur les différentes techniques pour pouvoir réduire ces émissions d'ammoniac. Notre deuxième point noir, je dirais, dans le domaine de la qualité de l'air, là où on a une attention particulière, c'est des pollutions locales, des zones en France dans lesquelles la qualité de l'air est mauvaise. Et c'est particulièrement nos trois grandes agglomérations, Paris, Lyon et Marseille, sur lesquelles il y a des améliorations, mais on voit qu'il y a encore du chemin pour pouvoir atteindre notamment nos obligations européennes. Sur le climat aussi, on a aussi tendance à se flageller, mais il y a eu énormément de progrès qui a été fait depuis 20 ans. On a beaucoup d'atouts en matière climatique. Je pense par exemple à notre système électrique. On a un système électrique des plus décarbonés au monde en termes de production. Mais je pense aussi à la force de notre système électrique, c'est aussi notre réseau de transport, notre réseau de distribution, qui permet, je dirais, de conduire notre transition énergétique et notre atteinte de la neutralité carbone. On peut accueillir, par exemple, sur notre réseau électrique, les bornes de recharge de véhicules électriques sans difficulté majeure. On peut accueillir le développement des énergies renouvelables. On peut accueillir les pompes à chaleur dans les logements. Et ça, c'est aussi grâce à la force de notre système électrique, grâce à la force de notre réseau de transport et de distribution. On a aussi beaucoup d'atouts, notamment en matière d'efficacité énergétique, dans tout ce qui concerne l'électrification de l'industrie, l'efficacité énergétique de l'industrie. Sur les bâtiments, on a des politiques qui commencent à porter leurs fruits, notamment pour de la fin du fossile dans les bâtiments. C'est certes trop lent, notre politique de rénovation, c'est trop lent, mais un grand nombre d'actions s'enclenchent. Et comme ça a été dit, notre point noir pour nous en matière climatique, c'est le transport. Sur le transport, on voit clairement que les émissions ne baissent pas. Et donc c'est malgré toute une série de politiques qui ont été mises en œuvre, ça sera un des grands enjeux de notre troisième SNBC, notre troisième stratégie nationale bas carbone, dont on va entamer les travaux, puisqu'on arrive maintenant dans une phase de révision de notre stratégie, avec un calendrier qui a été tracé par la loi énergie-climat. Le calendrier, c'est, si on fait un rétro-planning, notre objectif, c'est de réviser la SNBC et la PPE pour l'été 2024. La révision de ces documents sera précédée d'une loi de programme énergie-climat qui sera présentée au Parlement fin 2022 pour être adoptée à l'été 2023. C'est ce que les parlementaires ont prévu dans la loi énergie-climat. Et donc, on commence les travaux pour pouvoir construire nos scénarios, construire nos politiques publiques pour atteindre nos objectifs dans cette troisième SNBC. Mais au-delà des documents programmatiques et des visions de long terme, on essaie de développer aussi des actions de court terme qui doivent produire des effets rapides et avec toujours ce double objectif de transition juste et de mise en œuvre. Je voudrais partager avec vous quelques politiques qu'on met en œuvre. La première, c'est celle qui a été qualifiée, je crois que c'est par Yves Crozet, de facile, qui, je dirais, du point de vue du ministère, est une des politiques les plus difficiles, c'est la mise en place des ZFE. La mise en place des ZFE, c'est pour nous une des politiques les plus difficiles à mettre en œuvre, un sujet sur lequel on a échoué 2 fois, parce que, je dirais, les plus anciens se souviennent des APA, les zones d'action prioritaire sur l'air, issues du Grenelle de l'environnement. On a échoué. Puis ensuite des ZCR, les zones à circulation restreinte. Ça, c'est le quinquennat suivant. C'est le quinquennat de François Hollande et la création de la loi transition énergétique pour la croissance verte. Puis ensuite, après les APA et les ZCR, on a inventé les ZFE. Alors on pourrait se dire, quel est le prochain sigle
du prochain quinquennat, mais la mise en place de ces ZFE est pour nous un enjeu majeur et quelque chose des plus difficiles. On a des obligations de mise en place. L'objectif, c'est d'ici fin 2024 que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants aient mis en place une ZFE. Ça commence à se développer. Il y en a 4 pour le moment. Et on est l'objectif, c'est passer de 4 à plus de 40 en 3 ans. La ZFE, c'est compliqué parce que ça touche directement le citoyen pour pouvoir circuler. Alors c'est assez sympa quand on fait du climat, on peut parler des COP, de divers sujets. En général, dans les réunions familiales ou les dîners, quand on commence à arriver sur le sujet de la ZFE, c'est là où ça devient moins sympathique parce que chacun a son véhicule dont on se dit « mais moi j'ai un véhicule critère 3, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que je ne pourrai plus rentrer dans la métropole du Grand Paris le 1er juillet 2022. Là, ça devient tout de suite plus compliqué. Et donc, c'est vraiment une de nos grandes priorités des 6 mois à venir, c'est de travailler sur ces ZFE, à la fois un travail avec les collectivités, en association extrêmement étroite, zone par zone, avec, je dirais, négocier des contrats avec les collectivités pour pouvoir, je dirais, bonifier un certain nombre d'aides, ce qu'on a déjà fait, par exemple, sur la prime à la conversion, pour pouvoir accompagner le changement de véhicule. C'est aussi le fonds Air Mobilité qui est opéré par l'ADEME. C'est des solutions de microcrédit, des solutions de prêt à taux zéro, pour pouvoir, je dirais, accompagner le changement de véhicule et le changement de mobilité. C'est aussi une grande action de sensibilisation qu'on souhaite lancer d'ici la fin de l'année. Une grande action de communication pour que la ZFE, ce ne soit pas seulement une contrainte, mais aussi que tous les Français fassent le lien entre ZFE et qualité de l'air. C'est-à-dire que la ZFE, ce n'est pas juste pour emmerder les gens, c'est aussi pour qu'on respire mieux. Une deuxième grande politique qu'on essaie de mettre en œuvre, qui est souvent décriée, c'est le développement du vélo et des mobilités actives. Quand on a commencé à en parler, il y a une dizaine d'années, moi je me souviens faire des réunions sur le vélo il y a 10 ans, ça paraissait vraiment un truc de bobo. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on fait du vélo? Pourtant, quand on regarde les chiffres, 45% des déplacements font moins de 5 km. Et 60% des trajets domicile-travail font moins de 5 km. 60% des trajets domicile-travail font moins de 5 km et plus de la moitié de ces trajets se font en voiture. On voit que je dirais, le vélo est un mode de déplacement extrêmement performant pour les trajets de moins de 5 km et ça représente 60% des trajets domicile-travail. Faire une politique vélo, c'est extrêmement complexe parce que ça nécessite de la mise en place d'un écosystème complet. La mise en place de politiques vélo par les collectivités, qu'on soutient avec un certain nombre de programmes. On a déjà soutenu des politiques vélo dans 500 EPCI. C'est des aides pour l'achat du vélo, et notamment des vélos cargo, qui se développe de plus en plus. On a mis en place une aide de 1 000 € pour l'achat d'un vélo cargo. C'est travailler sur le stationnement, parce que c'est bien beau d'avoir son vélo, mais il faut pouvoir le stationner chez soi et au travail. Et donc là, on a mis en place un programme qui s'appelle Alvéole, dans lequel on vient de le renouveler avec 45 millions d'euros pour pouvoir mettre en place ces stationnements et accompagner chaque copropriété, parce que c'est compliqué dans les copropriétés pour faire des emplacements vélo, accompagner les copropriétés. C'est aussi des politiques sur les aménagements, c'est des politiques avec les entreprises. On a un programme qu'on appelle Employeur Pro Vélo. L'idée, c'est aussi que les employeurs promeuvent le vélo. Là, c'est un programme de 40 millions d'euros pour promouvoir le vélo. Et c'est aussi la formation de chaque classe d'âge au vélo. Pour nous, c'est ce qu'on appelle Génération Vélo. L'idée, c'est de former chaque classe d'âge. Et c'est par ce système
qu'on réussira à développer le vélo et la part modale du vélo, qu'on espère tripler d'ici 2024, et qui jouera un rôle très important dans nos stratégies climatiques. Je crois que je suis un peu long. Il y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le développement du chauffage bois, dans lequel on a, dans le chauffage bois, un vrai conflit apparent entre climat, développement des énergies renouvelables et qualité de l'air avec les émissions de particules. Et donc on a mis en place un plan bois parce que pour nous, on peut réussir à faire coexister ces deux enjeux, notamment en travaillant sur la performance des appareils, sur comment, là aussi, c'est extrêmement complexe parce qu'il ne suffit pas de faire des réglementations. Le chauffage bois, c'est aussi comment est-ce qu'on le met en œuvre, comment est-ce qu'on agit avec les gens. Et donc c'est des politiques qui trouvent leur action dans la façon dont chacun applique ces politiques, ce qui est, je dirais, le plus difficile quand on met en œuvre des politiques publiques. Je ne vais pas être plus long, je voudrais juste finir en remerciant bien sûr le CITEBA pour l'ensemble de son action. Le CITEBA pour nous c'est un partenaire vraiment, je vais dire indispensable, mais plus qu'indispensable. C'est un partenaire qui nous accompagne dans l'ensemble de ces politiques climat, l'ensemble de ces politiques de qualité de l'air. Je dirais que sans le CITEBA, on ne pourrait rien faire. Parce que le CITEBA, c'est notre boussole qui à la fois nous dit quelles sont les émissions, je dirais, et ensuite nous permet de mesurer les résultats de notre action. Donc, je dirais, le CITEBA, c'est vraiment est à l'origine des politiques publiques et en amont et à l'aval des politiques publiques pour pouvoir mesurer leur efficacité. Ça depuis 60 ans, à la fois en alliant climat, qualité de l'air, et en faisant le complément entre les deux. Voilà, je ne manque pas non plus de citer d'autres partenaires en termes de qualité de l'air. On travaille beaucoup avec les ASQA qui ont un rôle extrêmement majeur sur le terrain, avec le LCSQA, le laboratoire central de la qualité de l'air de l'INERIS, qui joue aussi des rôles importants. Voilà, je voudrais en profiter pour remercier le CITEBA, lui souhaiter bien sûr bon anniversaire. 60 ans, c'est un anniversaire important. C'est le moment où parfois on se dit qu'on va partir à la retraite. Mais je voudrais dire au CITEBA que l'âge de la retraite est encore très loin. Faut pas que le CITEBA s'imagine qu'on arrive vers la fin. Il n'y a pas de retraite pour le CITEBA. Et on espère encore travailler dans au moins les 60 ans qui viennent avec le CITEBA. Et joyeux anniversaire au CITEBA.